bienvenue à cette rétrospective Jean-Denis Bonan. En fait, on va commencer par la projection d'un film qui est Bonjour la France. Et je vais laisser... Pas du tout. Madame la France. Madame la France, pardon, excuse-moi. Et je vais laisser Jean-Denis présenter, dire quelques mots voilà, sur le film. Et puis ensuite, on va attaquer en fait, la rencontre. Donc là, on a bien 1 heure donc de discussion. Et comme d'habitude, je vous invite bien sûr à intervenir tout au long de cette conversation pour profiter de la présence de Jean-Denis, poser toutes les questions et faire toutes les remarques que vous aurez envie. Merci. Madame la France. Alors, oui, Madame la France. Oui. Et pourquoi Madame la France? Je dis en 2 mots parce que ça a l'air étrange comme titre. Parce que, bon, je suis né en Tunisie et mon père avait un copain qui était un noir tunisien et qui avait combattu pour la France, mutilé, et qui se plaignait beaucoup parce que la France ne l'indemnisait pas. Ce qui est une monnaie courante, malheureusement. Et il se plaignait en disant « Madame la France est une ingrate ». Ça me mérissait. Quand j'ai voulu faire un film anti-néocolonialiste, j'ai immédiatement pensé à Madame la France, puisque nous, on l'appelait Madame la France, je ne sais même pas son nom, cet homme. Et voilà, donc Madame la France, pourquoi j'ai choisi ce film pour ce débat, puisque comme on va faire un lien entre politique et poétique, je vais le dire quand même, excusez, il faut l'éteindre. Et donc, j'ai choisi ce film parce que justement, c'est un film politique, mais que j'ai fait d'une certaine manière, vous allez voir, un peu comme une bande dessinée. Donc, on va lancer ça, et après, on parlera d'abord de ce que vous voulez, mais c'est surtout Franck qui mènera le débat. Oui, mais je lancerai les questions. Voilà. Bien sûr, on pourrait en poser autant. Moi, je vous propose, il n'y a pas besoin d'en dire plus, de voir ce film qui a été tourné en 1977 et terminé il y a 4 ans. Merci. Merci Jean-Denis. Merci à toi. Merci à vous. Merci pour tout. Merci à vous, bien sûr. Merci aussi pour ce film, et pour commencer, je trouve cette discussion, comme tu disais, qui résume assez bien finalement le politique et le poétique, et qui sont les 2 variations qu'on va retrouver dans ton cinéma, et qui là sont complètement mariées. Juste une question, pourquoi tant de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent, j'ai envie de dire, chez toi. C'est qu'il y a des films qu'on découvre finalement mais bien plus tard après qu'ils aient été tournés. Qu'est-ce qui s'est passé sur celui-là? Quelques critiques ont titré à mon propos « Bonan le maudit ». C'est vrai que mes films ont été un peu sous le signe, comme ça, au moins de l'oubli. En fait, Madame la France devait être un long métrage. J'avais obtenu le premier prix international du scénario, ça n'existe plus, je crois. C'était une somme relativement importante, mais qui ne suffisait pas à faire un long métrage, bien entendu. Évidemment, pour des raisons politiques, aucun producteur ne m'a suivi, parce qu'on critique quand même pas à ce point-là la France, et surtout la scène contre le drapeau était insupportable. Et ça a vraiment été ce qu'on peut appeler une censure directement politique, là. Mais avec cet argent, j'avais quand même déjà travaillé avec les comédiens, en particulier avec Ahmed Snoussi, et je voulais faire... Donc j'ai dit, on va faire la première partie. Cette première partie n'a malheureusement pas permis de continuer le film, donc il a dormi un petit peu. Néanmoins, des producteurs de TF1 et d'Antenne 2, donc de 2 trucs, l'ont vu, l'ont aimé, ont voulu l'acheter. Et là, pareil, c'est allé... Là, on est avant 80. Avant 80, très peu de temps après le tournage, enfin... quelques années après le tournage, et là c'est la haute direction qui a refusé. Toujours à cause de la scène du drapeau. Le reste, on dit, si vous coupez la scène du drapeau, on l'achète. J'ai pas voulu, évidemment. Donc ça a traîné, et merci à Francis Lecomte de m'avoir permis de retirer ce film des archives du film, de le restaurer, et merci à Anthony d'avoir fait les finitions.
Voilà pourquoi ça a tant duré. C'est pas une volonté de ma part, hein. Non, je me doute bien, mais voilà, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'était passé Oui. sur celui-là. Comme je disais tout à l'heure, je vous invite à prendre la parole, bien sûr, même tout de suite, enfin, comme vous le souhaitez, c'est que ce soit un échange véritablement et de profiter de la parole de Jean-Denis. S'il n'y en a pas, je vais commencer. Je sais pas. En fait, je ne sais pas comment commencer en partant justement de Madame la France. Est-ce qu'on part de quelque chose un petit peu chronologique, c'est-à-dire partir de la Tunisie, parce que c'est important aussi pour toi. On a Ouais. vu précédemment Carthage avec Édouard Glissant, voilà, qui était aussi un retour à la Tunisie. Est-ce que on part de la Tunisie pour ensuite D'accord. aller les premiers Une bonne films idée. on essaie de suivre un fil comme ça un petit peu chronologique, Je vais ou est-ce raconter. qu'on le fait aussi, enfin, Moi, je pense il que s'empêche pas de partir dans tous les sens, hein. voilà, c'est ça. On va essayer d'être chronologique et puis on verra bien quel vent intérieur nous poussera. Euh, oui, donc je suis né effectivement en Tunisie il y a quelques années. Et, et en fait, c'était l'époque du protectorat français, c'est-à-dire la colonisation. Euh, très jeune, j'ai été très frappé par l'injustice qui pouvait régner dans ce pays, avec une sorte d'apartheid, apartheid doux, hein, il n'y avait pas de violence, on pouvait même s'inviter aux fêtes, etc. Mais enfin, quand même, il y avait des cloisons bien étanches, chacun à sa place, hein. Et les petits Arabes, que je considérais comme mes copains, qui étaient mes copains, ne mangeaient pas toujours à leur faim, allaient pieds nus, étaient en haillons, n'avaient pas droit à l'éducation, etc. Et ça m'a vraiment profondément révolté tout de suite. J'ai demandé des explications à mon père, j'étais petit enfant, hein, qui m'a dit, mais j'ai l'impression que tu es un peu communiste. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire communiste? Il m'a expliqué et je lui ai dit, effectivement, je suis communiste. Donc très tôt, j'ai pris le parti un peu des Tunisiens, Ouais. très très tôt. Même si malheureusement j'ai un handicap, j'ai beaucoup de handicaps, mais parmi mes infirmités, je ne parle pas de langue étrangère. Je parle que cette langue natale qui est le français, bien que ma mère fût italienne et que mon père parlait arabe. À part ça, je suis tunisien. Et dernièrement, la Cinémathèque tunisienne, grâce à toi d'ailleurs en partie, a fait une rétrospective de mes films et on m'a présenté comme un réalisateur tunisien. Donc l'importance de la Tunisie, oui. On a quand même quitté la Tunisie pour des raisons pratiques, parce que justement on ne parlait pas arabe, parce qu'il y a eu des petits problèmes, comme toujours, quand un pays nouveau naît, il y a des problèmes d'animosité. Voilà. On est parti, on est arrivé à Paris. Et comme j'étais un cancre absolument invétéré, mais quand je dis invétéré, j'étais vraiment un cancre, mais exemplaire, je suis exemplaire comme cancre, vous pouvez m'applaudir. Il n'y a pas plus... Merci. Il n'y a pas plus nul que moi. Et je n'ai réussi aucun examen, hein, ni le certificat d'études, ni le bac, ni le permis de conduire. Et mes parents, bizarrement, avaient confiance en moi. Ce qui est extraordinaire, parce que moi, je n'avais pas confiance en moi. Moi, je me croyais idiot, puisqu'on m'avait dit que j'étais idiot. Et donc, eh ben, sans diplôme, ils ont été obligés de me mettre dans une école un peu payante, qui était une école de cinéma. Ils n'ont pas si mal choisi que ça. C'était pas, c'était aussi, je veux dire, t'en avais le désir quand même du Non, cinéma là, ou je voulais c'était, être poète. ouais. Depuis tout petit, je voulais être communiste poète. Mais poète, évidemment, c'était compliqué, hein. Communiste aussi, hein. Et communiste aussi. Et les deux mélangés, je ne te Alors dis là, pas. Et donc, le poète a écrit un poème à son institutrice à l'âge de 7 ans, et elle s'est moquée. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de continuer à écrire, mais évidemment, j'ai caché mon écriture, parce que c'était honteux. Ce que j'écrivais était forcément nul, honteux, et pas montrable. Et jusqu'à ce qu'un éditeur au nez fin, qui n'est pas dans la salle malheureusement, mais il y en a un autre qui est dans la salle, qui est formidable, Jérôme, mais jusqu'à ce qu'un éditeur qui lit simplement des petits trucs comme ça que j'avais écrits dans des revues, trouve ça super, m'appelle et me dit « je veux que vous m'envoyiez ce que vous écrivez ». Je dis
Quoi? Il dit, envoyez-moi des poèmes. Je dis, j'écris pas de poèmes, moi je prends des notes, etc. Envoyez-moi vos notes. Et puis il s'est moqué de moi, il dit, cette note est un magnifique poème, il va paraître, il est paru dans un recueil collectif, puis après, tout aussi très vite, il m'a édité mon premier recueil de poésie qui s'appelle Meute, que vous allez pouvoir voir à l'entrée sur la table. Et puis après, un autre monsieur s'est intéressé à Jean-Pierre Bastide et moi-même, Jean-Pierre Bastide, mon complice. Et nous avons écrit un ouvrage qui s'appelle De bris et de fourrure, qui vient à peine de sortir. Tout ça est très récent, hein. Ça vient à peine de sortir, et donc il est là également. Pour reprendre le fil, alors, le cinéma. Donc non, je ne voulais pas spécialement faire du cinéma. Et quand je suis rentré dans cette école de cinéma, il y avait que des cancres, comme Pierre Bachelet, comme des gens comme ça, quoi, hein, Bernard Letroux, qu'on retrouve, etc. Mais des cancres qui avaient quand même choisi, non pas d'aller dans une école d'assurance, comme ça se faisait beaucoup, mais qui avaient choisi ce truc improbable du cinéma. Donc ils avaient quand même quelque chose, ces cancres-là. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma prof de script, c'était Sylvette Baudreau. Certains connaissent son nom, puisqu'elle a été la script de Jacques Tati, d'Alain Resnais, etc., etc. Enfin, c'est une très grande script, qui était une excellente enseignante. Et un autre metteur en scène beaucoup moins connu, qui s'appelle Ralph Habib, mais qui avait un talent extraordinaire pour vous faire comprendre ce que c'était que le langage cinématographique. Et bien, les cancres que nous étions, on est devenus des savants en langage cinématographique. Et au bout de 6 mois, je me suis ennuyé, comme tous les cancres, et j'ai voulu mettre les mains dans le cambouis. C'est pour ça que j'ai aussitôt, je me suis engagé dans un laboratoire pour faire un stage, laboratoire Éclair. J'ai fait des stages, je suis devenu monteur, chef monteur, et parallèlement, très vite, j'ai fait des films. Quand tu étais, pardon, je reviens juste sur la partie monteur, c'était pour les actualités françaises? Ouais, j'ai fait pas que ça. J'ai d'abord fait des stages dans des grandes sociétés comme la Franco-London Film. J'ai travaillé avec Jean Dréville, avec des gens comme ça qui m'ont adopté, qui ont été très, très proches de moi. Mais comme je suis... C'était important, justement, je veux dire, enfin, cette école du montage, finalement, parce que quand on regarde tes films, on voit bien que le montage est vraiment, enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant dans ton écriture. C'est comme tu écris de la poésie avec des images et des sons. Voilà, à travers le montage, c'est vraiment un phrasé, je veux dire, qui t'est propre. Ouais. En fait, c'est un peu pareil, puisque tu évoques ça, l'écriture, faire des films, et, parce que je dessine aussi un peu et je peins, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour moi, ce qui importe, c'est de sortir quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Des fois, c'est des cris aussi, parce que je trouve cette vie tellement injuste qu'il m'arrive aussi de crier, donc quelquefois, ce sont des cris. Et effectivement, le montage permet, en juxtaposant 2 éléments, de pouvoir faire naître ce que j'appelle de l'émotion. L'émotion, ça peut être simplement j'ai peur, ça peut être qu'est-ce que ça veut dire aussi. Des fois, c'est des interrogations. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé le montage, j'ai beaucoup fait d'essais au montage. J'ai eu cette chance parce qu'effectivement, très vite, je suis allé travailler comme monteur aux actualités françaises. Les actualités françaises, c'était ces petites bandes d'actualités qui passaient dans les salles de cinéma avant les programmes. Donc les actualités françaises, on devait aller très très vite, mais on avait aussi du temps, puisqu'il fallait étonnant qu'après, Et j'ai travaillé, donc j'ai monté les actualités françaises, les actualités algériennes, car c'était dans le cadre de la coopération qu'on acceptait de les aider, les actualités tunisiennes, les actualités sénégalaises et les actualités tchadiennes. Et ça a été passionnant, parce qu'effectivement, ce que je recevais comme rush n'était pas forcément très élaboré, et il fallait que j'en sorte voilà, que je presse ça pour qu'il en sorte un jus. Et ça a été mon école, en fait. C'est là-dessus que j'ai commencé à réfléchir vraiment à ce que pouvait être le langage cinématographique. Et c'est là que j'ai appris quelque chose que je sais qui est peu accepté, c'est le ralentissement. Je ralentis exprès au montage, beaucoup, et au tournage aussi. Je ralentis, ça m'est reproché, je le sais, mais ce qu'on ne sait pas, en reparlant avec les mêmes personnes qui avaient pas aimé cette lenteur, c'est ça qui produit vraiment quelque chose. Par exemple, il y a une poursuite très longue dans La femme bourreau qu'on a pu voir.
eh bien, si je l'avais fait à sa durée normale, ça n'aurait eu aucun intérêt. Alors, c'est vrai qu'elle est longue. Et plus récemment, j'ai fait un film qui s'appelle La soif et le parfum. Et il y a une scène qui dure très très longtemps, d'un type qui, avec un masque, qui maquille son masque. C'est long, c'est long, c'est long, ça n'en finit pas. Et le producteur me dit à juste titre, Jean-Denis, franchement, j'aime beaucoup ton film, mais là, t'exagères un peu, c'est vraiment très long. Je réfléchis, comme je dis, il doit avoir raison, puisqu'il aime ce que je fais. Je réfléchis et je rallonge la scène. Mais beaucoup, considérable. Ouais. Il revoit le film et me dit « Ah, j'avais bien fait de te dire de raccourcir. » Voilà. Mais donc, on le sent, ça par exemple, on le sent bien aussi. Pardon, du coup, je reviens. On reviendra après. Mais parce qu'on le sent bien et peut-être d'une manière différente de l'exemple que tu donnes là, avec Carthage, Édouard Glissant, oui. Aussi, où il y a vraiment il y a des plages de silence après ces mots. Et tu nous expliquais l'autre soir que pour toi c'était important pour que justement on puisse rentrer, on puisse mûrir ces mots. Et je me faisais la réflexion, finalement, ton écriture, c'est toujours de proposer des respirations. Je trouve qu'il y a vraiment, il y a une question vraiment, oui, de respiration, de laisser le temps, soit que ça soit nous spectateurs, de nous imbiber, ou par rapport à l'action et à l'émotion, pouvoir la développer, pareil pour nous toucher, de la même manière que tu n'as pas peur de on l'a vu avec 9 jours ailleurs aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à un moment donné, il y a tu sais, quand on parle, le barbu qui veut devenir pharmacien, Patrick, et que tu filmes, c'est une lucarne qui est au-dessus, en fait, dans l'escalier, et tu restes sur ce plan, on a sa voix, et il y a juste, on voit des branches, en fait, des cimes d'arbres derrière. C'est vraiment, c'est très très beau, quoi. Je trouve que c'est très pictural et c'est très poétique. Et en même temps, ça laisse la voix, ça laisse Patrick vraiment, on est vraiment à l'écoute. Et beaucoup plus que si tu restais sur lui et qu'on le regardait parler. C'est dans tous tes films, en fait. Ça. Oui, c'est ce que je pense. Ça, c'est une leçon que j'ai reçue malgré moi aux actualités françaises où tout devait aller à toute allure. Les sujets faisaient 3 minutes, c'était épouvantable, quoi. Donc, je m'amusais, moi, tout seul, en dehors des actualités, à faire... Je vais vous raconter quand même comment j'ai été recruté aux actualités françaises, je ne le raconte pas souvent. Donc, je cherchais du boulot, j'apprends qu'ils cherchaient un monteur, et on me fait passer un test. Avec la machine de montage, c'était des Morritones, vous savez... Et on me donne une bobine de ce qu'on appelle les NU, c'est-à-dire les non utilisés. Donc, on me donne une bobine comme ça, de Rush. C'était le président Bourguiba qui devait signer un accord avec je ne sais pas qui. Et c'était chiant comme la pluie, évidemment. Il y avait des ministres. Enfin, on ne peut pas avoir pire comme sujet. Et je regarde, et chance pour moi, je vois que le stylo de Bourguiba ne marchait pas. Et donc, il essaye, ça ne marche pas. Et j'ai tourné en gag, évidemment. Ouais. Et à la fin, tout le monde applaudit parce qu'il arrive à faire un petit gris-gris. Et ça a beaucoup plu, parce qu'il faut dire que les actualités françaises, que Jean-Pierre Bastide, d'ailleurs, connaît très bien, et vous pouvez retrouver une nouvelle, d'ailleurs, que nous avons écrite ensemble, qui se passe aux actualités françaises, dans De bris et de fourrure. Et bien, dans... Le directeur des actualités françaises, c'était des gens plutôt engagés, des gens bien. Et c'est eux qui ont permis à Samben Ousmane de faire ses premiers films, etc. Et ben, il a trouvé ça drôle. Il m'a dit, surtout ne refaites pas ça. Mais j'ai été engagé comme ça. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut donc revenir après les actualités, justement, et premières expériences vraiment de réalisation, là, pour le coup, personnel. Bon, le tout premier essai cinématographique, c'est pas vraiment un film. J'étais encore à l'école, j'avais 19 ans, et je fais La vie brève de Monsieur Monsieur, qui existe, quoi, qu'on peut voir sur le premier DVD qu'a édité Francis Lecomte et Luna Park Film, qui s'appelle La femme bourreau. Mais c'est pas vraiment un film, c'est un exercice, c'est en 8 mm en plus.
Et puis quand j'étais aux actualités françaises, parallèlement, j'avais un camarade qui était... Moi, j'étais monteur image, et lui, il était monteur son. Et on nous appelait l'image et le son, parce qu'on était toujours ensemble. Et ce monteur son, c'est Jean Rollin, un réalisateur que vous connaissez peut-être, qui a fait des films de vampires en particulier. Qu'on a reçu ici au moins 2 fois. Voilà, c'était mon meilleur ami à l'époque. Et c'est lui qui a produit mon premier film, Tristesse des anthropophages. On était enthousiastes, ça coûtait pas cher, on avait presque tout gratuitement, mais pas tout. Et on était très confiants. D'ailleurs, on avait raison d'être confiants parce que aussitôt on a montré la copie travail à un distributeur, aussitôt on a eu un contrat. Et d'autres producteurs qui ont vu le film avant même le mixage m'ont proposé de faire un long métrage. Et évidemment, j'avais accepté. Quelle naïveté! Parce que ce film, Tristesse anthropophage, tout innocent, a été interdit à tout public, y compris à l'exportation, y compris des projections privées. Et donc, ça a été vraiment... mais la censure. Et on s'y attendait pas du tout. Mais pas du tout. Et je crois que Jean Rollin a été plus triste que moi. Moi, j'étais étonné, mais lui, il était vraiment atterré. Et donc ça a été terrible parce que c'est très dur, un film qu'on interdit, Tristesse anthropophage, c'est grosso modo en 2 mots, c'est un film qui critique de la société de consommation, surtout, non, ça pour, voilà, c'était... Mais on est en 1966, et ça en 1966, la censure, elle est pas drôle, hein, c'est un ciseau très, très aiguisé, hein. Donc on a pu comme ça être triste, mais moi j'ai pas voulu rester sur cet échec, hein. Donc c'est là que j'ai tourné à la Borde, l'école des fous que vous avez pu voir, à la demande de Félix Guattari. Ensuite j'ai tourné Mathieu Fou que vous avez pu voir hier. Ils sont arrangés d'ailleurs au CNC pour que je puisse pas le diffuser. Enfin c'est scandaleux. Ils l'ont interdit au moins de 13 ans. Quand on interdit un court-métrage au moins de 13 ans, il peut plus passer en salle parce que c'est tout le programme qui est interdit au moins de 13 ans. Donc c'est... Et puis en 1968, donc en 1967, toujours en 1967, avec des camarades, nous créons un groupe de cinéastes militants, on faisait du cinéma politique et engagé, anticapitalistes, anti-impérialistes, vraiment très décidés. Certains sortaient de l'IDEC, la grande école du cinéma. ARC. Alors le groupe, le groupe que nous fondons s'appelle ARC. Et il y avait un psychanalyste, Jean-Claude Pollack, et d'autres, donc tous les autres c'était des cinéastes. Et très vite, donc on a fait des films. De janvier 68, un film à Berlin sur, tu connais peut-être ce film qui s'appelle L'Université critique avec Rudi Dutschke. Donc très vite, il y a une question? Non? Et donc ce film marche, on arrive à le diffuser, etc. Et donc, on est prêt en mai 68, on a déjà nos caméras, bien en mars 68, on est déjà à Nanterre, avant que le mouvement du 22 mars existe. On est déjà en train de vouloir continuer ce qu'on avait fait à Berlin, mais à Paris. Et mai 68 explose. Malheureusement, j'avais moi déjà écrit en avril un scénario de long métrage que je voulais tourner qui s'appelait La femme bourreau. Et j'ai pas voulu renoncer à ça parce qu'il y avait tout le monde. Donc, je tournais en même temps, sur les barricades, un film qui s'appelle Le Bel et moi de mai, que vous verrez demain. Demain, et avec Tristesse des anthropophages. Et avec Tristesse des anthropophages, le premier film dont j'ai parlé, qui était censuré et qui aujourd'hui est autorisé à tout public. Vous pouvez venir avec vos enfants. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Et la femme bourreau. Et la femme bourreau, donc on tournait, on s'arrangeait pour tourner, on tournait jour et nuit en fait. Et de temps en temps sur les barricades, de temps en temps la femme bourreau. Et c'était pas si simple que ça, parce que justement si on veut faire l'articulation entre poétique et politique, ou entre fantasme et réalité, eh bien c'est pas si simple quand on est dans un groupe politique. Et même mes camarades de Arc, qui sont mes meilleurs amis, et qui le sont restés en plus, et bien, quand ils ont appris que j'avais fait La femme bourreau, ils ont voulu me renvoyer du groupe ARC. Ah bon, vraiment? Pourquoi? Vraiment. Mais parce que ça ne se fait pas de faire des films personnels. À l'époque, c'était très exigeant, un groupe politique. Ah, d'accord.
C'était très dogmatique, hein. On était politique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce mec qui fait des films personnels? Non, mais ça n'est pas possible. Mais moi, j'avais besoin de marcher sur mes deux jambes. Donc, j'ai expliqué, j'ai plaidé comme ça. J'ai dit... Et puis, heureusement, il y a eu quand même quelques camarades qui ont dit, quand même, on a besoin de Bonan, on ne va pas le foutre à la porte. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer à faire Le Bel et Mois de mai, film de 1968, qui est sorti en juillet 1968, ce qui est rapide. Hein. Très très frais, là, par contre, oui, parce qu'il y a beaucoup de... Ah, pardon. Oui. Attendez, je vous amène le micro. Oui, parce qu'on ne voit pas très bien, là. Il y a des spots. Pardon. Je voudrais vous poser une question sur votre rapport avec Toulouse. Parce qu'il y a un peu plus de 50 ans, je faisais du ciné-club juste à côté, là, à la Cave du Thor. Wow. À l'époque où la Cave du Thor passait des courts-métrages, où on a fait découvrir la Jetée de Chris Marker, les courts-métrages de Franck Jules, des choses comme ça. Et à cette époque-là, j'entendais parler de vous. Mon Dieu. J'entendais parler de vous parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait le groupe des cinéastes indépendants, avec Pierre Brennan, des gens évidemment qui sont un peu oubliés maintenant, mais il me semble que vous veniez parfois à Toulouse. Enfin, Toulouse était une ville qui quand même en 68 a tenu tout à fait son rang en matière insurrectionnelle. Toulouse a même démarré avant Paris. Et je pense que vous aviez déjà cette aura, enfin vous étiez connu à Toulouse, et je pense que vous y êtes venu. Suis-je dans le vrai? Vous êtes dans le mythe et dans le vrai. Oui, je suis venu à Toulouse et j'ai une petite histoire d'amour avec Toulouse. D'ailleurs, il y a deux amis ici dans la salle, Maryse Bergonza et Paul Sicard, avec qui j'ai eu la chance de travailler à François Toulouse. Et François Toulouse, à un moment donné, c'était pas de la télévision ordinaire, c'était Easy Morgenstern qui était le directeur d'antenne, et on a inventé des choses très, très rigolotes, très amusantes, on s'est bien amusé, on s'est aimé, et oui, j'ai beaucoup tourné à Toulouse, donc je suis venu souvent, soit directement pour François Toulouse, soit parce que certaines choses étaient déléguées à François Toulouse. Car, pour répondre, lorsque mon cinéma a été tellement martyrisé, enfin en tout cas écarté et mis sous un tas de pierres, c'est là que j'ai décidé de faire de la télévision, parce qu'au moins je pouvais continuer un peu mon métier, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de contraintes, avec plus ou moins de censure aussi. Mais donc, effectivement, j'ai une histoire avec Toulouse. Et c'est pour moi assez émouvant de me retrouver ici. Voilà, avec mes amis en plus. Mais c'était pas en 68. Non, c'était pas en 68, c'était, je sais plus. Je compte plus, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Et du coup, est-ce qu'on peut, on va parler de la télévision aussi, mais on peut finir avec justement avec je sais pas s'il faut appeler ça les années militantes, parce qu'il y a Arc, et puis il y a Ciné-Lutte aussi, qui était qui était important après. Voilà, je vais dire la vérité. En 1962, je fais donc La vie brève de Monsieur, ce petit essai. Mais parallèlement, déjà avec des amis un peu amateurs, on décide, et on ne doutait de rien, on décide de faire une série de films. À l'époque, c'est 16 mm et tout, hein, c'était pas, il fallait avoir du culot quand même pour faire ça. Une série de films sur les métiers ou les positions sociales qui échappent au capitalisme. Et alors, on avait pensé à faire un premier film sur les clochards à Paris. Le deuxième film qu'on voulait faire, c'était sur les prostituées et avec les prostituées. On avait des amis clochards, on avait des amis prostituées. Bon, on a eu de la chance. Bon, dans le groupe, il y a eu un type qui a pété les plombs, qui a pris la pellicule avec lui. On ne sait plus ce que c'est devenu. Mais pour vous dire que déjà, dès 1962, déjà, on est plusieurs copains à avoir envie de faire un cinéma différent et qui ne passe pas par les circuits normaux. Ce qui était à l'époque peu répandu. En général, il y avait des circuits.
Là, nous, on était un peu en dehors. Et donc, quand en 67, on a fondé le groupe ARC, là aussi, notre diffusion était particulière. C'est-à-dire qu'on allait nous-mêmes, quelquefois, dans les usines, dans les universités, dans les campagnes, avec un projecteur très lourd, double bande, parce qu'on n'avait pas l'argent pour faire des copies standards. Donc c'était très lourd. Et on projetait, et c'était formidable. Et ces films sont quand même passés en salle. J'allais dire malgré nous. Oui, on nous les a demandés. Ils sont passés en salle. Ils n'ont pas eu un succès commercial, mais en fait, ils sont passés en salle. Et nous sommes même allés à Cannes, quand même, plus tard avec Cinélutte. Alors, Arc, on a fait énormément de films en mai 68, hein, aussi bien à Nantes, Sud-Est Aviation, aussi bien dans les galeries Lafayette, aussi bien... Malheureusement, certains négatifs ont été perdus. C'est pour ça que vous ne pouvez pas connaître tous ces films, mais on en a fait beaucoup. Et Le droit à la parole, que Jacques Kébadian et Mick Andrieux ont fait, moi qui ai fait Le Bel et Mois de mai, etc. Mais de nombreux films, vraiment. Et puis c'était les lendemains de 68, donc effectivement, chacun a épousé des groupes un peu différents. On n'est pas du tout devenus des ennemis pour autant, mais on n'a plus travaillé ensemble. Alors j'ai continué un peu dans mon coin, tout en faisant mes fantasmagoriques paroles et images. J'ai pu faire en 1970 un film pour soutenir la grève des coupeurs de canne à la Guadeloupe. C'était une grève terrible, très dure, et ils avaient besoin d'un soutien. Mais on n'avait pas un centime, on ne pouvait pas aller à la Guadeloupe. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire des petits personnages en pâte à modeler et de faire ce film qui s'appelle « Qu'un béret pas molli, tiens bon, ne mollit pas, ne faiblit pas ». Donc ça, puis après j'ai fait la version française de 2 films américains sur le Black Panther Party. Donc j'ai pas arrêté, mais tout en faisant d'autres choses à côté. Je gagnais ma vie en faisant du montage, mais je réalisais un peu. Et en 1973, alors qu'en 1969 je rentre à l'IDEC comme professeur grâce à Claire Denis, que j'espère vous verrez bientôt ici. Claire Denis était une élève à l'IDEC, avait vu Tristesse anthropophage, et dit on veut ce mec-là comme prof. Mais moi j'avais presque leur âge. Mais on a essayé, c'était amusant d'ailleurs. Et je suis devenu prof à l'IDEC. Toi qui as fui l'école, en fait c'est l'école qui te rappelle. J'ai pris une revanche terrible, vous ne pouvez pas savoir, à l'université et tout. Et même ici. Et donc, oui... donc on crée à l'IDEC, je prêche la même parole, prêche c'est un très vilain mot mais ça fait rien, en disant écoutez, il faut que vous puissiez à la fois voir du réel et à la fois du rêve. Jean-Jacques Birger, un de mes élèves, raconte à tout le monde que je commençais mes cours en leur faisant raconter leurs rêves. C'est pas complètement vrai, c'est arrivé une fois, mais ça fait rien. Et donc, je les exerçais à aller dans des lieux réels. On a été, par exemple, filmé dans l'hôpital psychiatrique de Geneviève-sous-Bois, près de Paris. Une expérience très difficile, parce que c'était des gamins, en plus, très malades. Etc. Et puis, à un moment donné, il y a eu le mouvement lycéen, vous savez, au moment de la loi Debré. Et là, je leur ai dit, on y va. Et on fait un film. On fait un film. Je m'autorisais à diriger quand même, parce que c'est mieux pour les élèves si on les laisse comme ça. Il n'y a plus de paroles qui circulent. Donc, et on fait un film qui n'est pas très bon, mais qui a le mérite d'exister, qui s'appelle Chaud, chaud, chaud. Et le Chaud, chaud, chaud passe à la Cinémathèque française une page entière dans Le Monde. Donc les élèves étaient très contents pour eux. C'est super flatteur. Et on me dit, il faut qu'on crée un groupe cinéma. C'est donc les élèves, certains élèves, qui m'ont demandé de créer un groupe cinéma. J'ai créé, effectivement, j'ai fondé le groupe Cinélutte, dont la présidente était Mireille Abramovici, que vous voyez tout au long de mes films. On peut d'ailleurs lui dédier cette journée, peut-être, à Mireille, qui a été ma compagne, la maman de ma fille, et ma grande complice. Malheureusement, elle n'est plus là. Et donc, elle était présidente et on a travaillé, donc faisait partie le groupe dur de Cinélutte au départ. C'était donc Mireille, Guy-Patrick Saint-Drichin, François Duperron, pour ceux qui connaissent son cinéma, qui est très intéressant.
C'était ça le groupe dur. Après nous a rejoint Richard Coppens. Voilà, c'est à peu près ça. Et on a fait aussi beaucoup de films. On a fait un film sur les travailleurs immigrés qui s'appelle Jusqu'au bout. C'est là que j'ai connu Ahmed Snoussi. Voilà. On a eu l'idée de faire pendant la période électorale 1974. On a eu une bonne idée. On s'est dit, au lieu de tourner les élections, on va tourner les luttes qui se passent pendant les élections. À ce moment-là, il y avait le Crédit Lyonnais qui était en grève et une grande imprimerie qui s'appelle l'imprimerie d'Arbois qui s'est mise en grève aussi et qui a fait un peu comme Alip, a remis les machines en marche pour imprimer et se faire payer. Et là, c'est ça qu'on a tourné. On a tourné aussi un petit portrait d'un comité Giscard qui était en bas de chez moi. Et ces trois volets, on les a réunis dans un long métrage qui s'appelle Bonne chance la France, d'où Bonjour la France tout à l'heure. D'où mon quiproquo, ouais, voilà. Bonne chance la France, qui était la phrase qu'avait dit Giscard au moment des élections. Et Bonne chance la France est allé à Cannes, quand même pas en sélection officielle, mais quand même. Il est passé aussi en salle. Ça n'a pas été un succès commercial, mais enfin ça existe pour des films qui sont faits comme ça, c'est pas mal. Et avec cette même j'allais dire préoccupation, centre d'intérêt, avec le même centre d'intérêt c'est pas parce qu'on fait de la politique et qu'on fait du cinéma qu'on ne fait pas du cinéma, et que le cinéma n'est pas important. Et ça a été l'éclatement de Ciné-Lutte, ça a été ça, c'est qu'on m'a reproché de vouloir trop faire du cinéma, pas assez de politique. Mais c'est pas grave, les films existent, c'est ça qui compte. Après, j'ai plus fait de cinéma militant, mais j'ai continué, même à la télévision, j'ai fait des conneries. Et du coup, comment tu es arrivé à la télévision de Ciné-Lutte, de cinéma militant? Enfin, on parle quand même d'un cinéma qui est quand même engagé. Ça n'empêche pas de faire du cinéma, hein, bien entendu, mais les conditions de production, c'est quand même un sacerdoce quand on dit militant. Il faut quand même y aller, il faut accompagner les films, on va dans les usines. Il y avait même, par exemple, parce qu'à l'époque, il y avait aussi la vague d'établis, comme Jean-Pierre Thorne, qui a aussi gravité, hein, avec les Ciné-Lutte, il a fait un film au sein de Ciné-Lutte, qui est aussi parti travailler à l'usine comme établi. Enfin voilà, c'était vraiment un engagement. Ouais. Alors, oui, je ne peux pas parler de Jean-Pierre, mais non, bien sûr, je parle pour toi. Bien sûr. Non, moi, c'est différent. De toute façon, le cinéma militant, vous savez, ça coûte de l'argent, ça ne rapporte pas. Ouais. Il fallait qu'on vive. Donc, j'ai fait quelques films de commande dans un lieu que Jean-Pierre connaît aussi très bien, où on faisait des films sur l'apprentissage du français ou sur des découvertes scientifiques, des films pas honteux, hein, des trucs comme ça. Et j'ai fait le portrait de Sonia Rykiel. C'était le ministère des Affaires étrangères qui voulait rayonner à l'étranger, donc qui montrait toutes les grandes découvertes et stars qu'on pouvait avoir en France. Donc on faisait des trucs... Bon, j'essayais de m'appliquer pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et je voulais faire de la télévision parce que c'était un moyen aussi de gagner ma vie. Et puis aussi, c'est un autre moyen, c'est toucher un autre public. Hein. La télévision, c'est des millions de spectateurs. C'est pas mal. Mais je ne pouvais pas faire de la télévision parce que pour faire de la télévision, il fallait avoir été au moins 3 fois assistant réalisateur d'un type qui fait de la télévision. Et moi, je ne pouvais pas me permettre d'être assistant réalisateur. Ceux qui me connaissent un peu savent la catastrophe que ça aurait été du point de vue organisationnel. Et c'est peu dire. Donc je ne pouvais pas être assistant, un peu d'honnêteté. Donc je ne pouvais pas être homologué en tant que réalisateur à la télévision. Mais un jour, quand même, grâce à un type qui connaissait bizarrement mon cinéma que personne ne connaissait, a dit on ne peut pas laisser Bonan sur la touche, c'est dégueulasse. Surtout que j'avais une carte de réalisateur de long métrage et tout. Et on m'a donné une dérogation pour que je puisse faire, en 1979, ma première télévision. J'ai montré mes petits films de commande à une femme magnifique qui s'appelait Sylvie Genevoix, qui est la fille de Maurice Genevoix, et qui m'a dit « Mais Jean-Denis, pourquoi je ne vous connais pas ?» Et elle m'a tout de suite fait faire des films, et même avec des cartes blanches. C'est comme ça que j'ai fait, par exemple, une série qui s'appelle La Folie Ordinaire, qui a eu beaucoup de succès à la télévision à l'époque, qui sont des très courtes fictions faites avec des moyens de reportage. J'ai toujours eu très peu de moyens, mais ça, finalement, ça me va.
Donc c'est comme ça que je suis rentré à la télévision. Comme ça marchait, j'ai pas arrêté, j'ai fait énormément de films à la télévision, beaucoup, beaucoup. La question de justement la question des moyens et la question de la production, est-ce est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on pourrait dire que finalement c'est presque un moteur pour toi, puisque enfin, quand même encore aujourd'hui tu continues à tourner, on va dire que t'es toujours dans le maquis au niveau production. Est-ce que ça te garantit ta liberté? Est-ce que c'est aussi parce que toi tu as une énergie et qui fait que de toute façon il faut faire et donc on se lance dans l'aventure et même si on n'a pas les moyens, de toute façon on va les trouver, on va les inventer voilà, si on peut pas par un biais, on va passer par un autre quoi. Au niveau de la création, du coup, c'est un empêchement ou c'est un moteur? C'est les deux. Non, bon, j'ai été rejeté, hein, c'est clair. Je voulais faire du cinéma. Hein, j'ai écrit de nombreux scénarios qui sont restés dans des tiroirs, etc. Mais comme je ne pouvais pas, quand interdit, ben oui, j'ai décidé de faire par moi-même, effectivement. Mais en réalité, je le dis comme ça, mais maintenant que j'ai pris un peu plus d'âge, je me regarde d'un peu plus loin, je me dis, finalement, ça t'a bien arrangé hein, de ne pas être dans le système, ça t'a bien arrangé d'être complètement libre, de pouvoir faire ce que tu veux, etc., au moment où tu voulais, même si, effectivement, il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu faire de péplum, par exemple, j'aurais adoré faire des péplums, mais ça coûte un peu d'argent quand même. Donc, oui, effectivement, ce bricolage, car c'est du bricolage, hein, en fait, c'est du bricolage. Ce bricolage, puisque maintenant, de mes derniers films, c'est moi qui tiens la caméra, c'est moi qui fais la lumière, des fois c'est moi qui maquille, des fois je fais j'arrange les costumes, enfin, je fais vraiment tout, et c'est un peu trop d'ailleurs, mais ça me donne une liberté extraordinaire. Le film que vous allez voir tout à l'heure, les Tueurs d'ordinaire, où jouent présents dans la salle Jean-Pierre Bastide et Daniel Laloux, et où la musique est faite par Jean-Michel Belaïch, qui a eu la gentillesse, toutes ces personnes viennent de Paris pour ça. Eh bien, c'est un film complètement libre et où non seulement je veux ma liberté, mais ce qui est peut-être le plus important pour moi, c'est comment je peux arriver, et ça c'est le plus difficile, à donner de la liberté à ceux qui travaillent avec moi. Et par exemple, il y a un mot que je déteste, c'est le mot direction d'acteur. Je ne veux pas diriger les acteurs, surtout pas. Par contre, j'ai très envie qu'ils m'offrent quelque chose, qu'ils me révèlent quelque chose, qu'ils m'étonnent, qu'ils s'étonnent eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe, il y a des choses étonnantes. Et vous verrez, bon, il y a des passages très écrits par moi qui sont dits dans le film que vous verrez tout à l'heure, mais il y a beaucoup de passages qui sont improvisés. Ce que raconte Jean-Pierre Bastide, c'est lui qui le raconte, c'est pas moi, etc. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est d'être cette éponge en face de ce qu'on appelle bêtement le réel, c'est pas le réel, de ce qui se passe, et de se dire comment on peut s'en émouvoir et comment éventuellement on peut faire passer quelque chose ou pas. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance si ça passe ou pas. Mais comment on se laisse toucher par quelque chose. Et moi, des fois, je peux filmer un visage et je tombe amoureux. Mais amoureux vraiment. Au moment où je filme, je suis amoureux. Ça, c'est pas de l'érotisme, c'est de l'amour, c'est du sentiment. Hein. C'est du sentiment et c'est pareil des fois avec des paysages. Tu parlais tout à l'heure de la Tunisie. Si je ne me laisse pas toucher par ce qui est sous mes yeux, je ne peux pas faire de cadre, je ne sais pas quoi faire. Les étudiants me demandent souvent comment tu fais, ils sont beaux tes cadres, comment tu fais. Je dis je ne les fais pas. C'est eux qui viennent me proposer. Je ne les fais pas, c'est vrai. Il suffit de se laisser toucher, je crois. Mais du coup, comment avec, puisque tu abordes la question du travail avec les comédiens, est-ce que il y a
j'aime pas trop le mot, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit là. Est-ce qu'il y a un dispositif, c'est-à-dire une mise en condition pour justement pour pouvoir recevoir? Ça veut dire parce qu'aujourd'hui tu tournes en numérique. Est-ce que c'est beaucoup de prises? Est-ce que ce sont de longues prises où la caméra tu laisses tourner et jusqu'à ce que se passe finalement ce que je Parce sais que pas je veux, puisque je parce que tu cherche à sais être pas ce que étonné. tu veux, mais voilà, quelque chose en tout cas où tu te dis tiens il y a, ou est-ce Ouais. que tu enregistres et que c'est après en dérochant que finalement tu découvres des choses. Ah, Comment ça se passe du coup? quelqu'un Enfin, pourrait en parler mieux que moi, c'est Julie, ma fille, qui est je sais pas où, et, Julie, est-ce que et qui a fait le montage justement du dernier film que vous allez voir. Pourquoi elle a fait le montage? Parce qu'effectivement, pour répondre à la question je me permets de de lui passer un Franck, bien micro sûr, aussi bien pour qu'elle sûr. puisse Pour répondre à la question de Franck, effectivement, un film donc sans scénario. Pourquoi sans scénario? Pour être surpris moi-même par ce qui pouvait se passer. Avec quelques passages obligés, je savais, j'avais des idées en tête. Je voulais un couple un peu particulier, vous le découvrirez, très particulier. Un couple qui est toujours sur le départ et qui ne part pas. Mais ça fait pas un film, hein, ça, c'est pas. Mais je voulais ça. Je voulais une jeune fille qui arrive et qui vienne perturber ce quotidien du couple. Et je voulais que ça parle un peu d'amour sans jamais prononcer le mot vraiment. Et j'attendais que ça se passe. Et j'ai tourné avec beaucoup de difficultés, car une des grandes difficultés, c'est que les comédiens qui n'étaient pas payés, ils n'étaient pas tous libres au même moment, donc j'ai utilisé beaucoup l'effet Kuleshov, c'est-à-dire qu'ils se regardent alors qu'ils ne sont pas là, hein, les uns et les autres. C'est pas évident. Et c'était tellement pas évident que j'ai pas su monter ce film. Donc j'ai appelé au secours et Julie a répondu. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire comme ça, mais on tourne toujours autour de Tu la peux même. enlever le masque pour parler. Ouais. On tourne toujours autour de la même question. C'est cette liberté en fait qui est inventée avant même de tourner, juste dans l'imaginaire de mon père. Et puis au moment de tourner, ce qu'il raconte avec les acteurs, c'est pareil pour la suite. C'est-à-dire que quand il dit au secours, je ne sais pas ce que raconte le film, je ne sais pas comment créer une narration, alors ce prétendant qu'il ne veut pas faire de narration, et qu'il en faut quand même un minimum pour qu'on s'y accroche, quoi. En fait, au moment où on a la matière devant soi, bien sûr qu'il y a du sens. C'est le sens qu'il a voulu donner sans le savoir, et c'est le sens que nous, on peut y trouver parce qu'il y a cette liberté dans la matière qui permet de s'y inscrire, quoi, de donner son sens à soi. Là où c'est fort, c'est que il a l'air de dire qu'il laisse les autres faire. C'est pas tout à fait faux, mais on fait dans le sens et tous ces films lui ressemblent. Donc c'est bien qu'il y a quand même un espace de liberté où chacun peut trouver du sens pour soi-même, mais vraiment à son service, quoi. Parce qu'il y a quand même, enfin, on l'invente pas, on peut pas le réinventer, quoi. On le sublime, on le révèle, on le voilà. Et bon, moi j'ai pas trop de comment dire, moi je suis la fille de mon père et je suis la fille de ma mère, donc c'est facile. Voilà. Oui, c'est plus facile. est-ce que du coup il y a quelqu'un d'autre qui veut dire Attends, je vais prendre pour le faire suivre. Merci bien. Oui. Pardon. Comment on arrive à vivre... C'est là, Patrick Hanavi. Ah oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Comment on arrive à vivre de son art quand comme ça, on refuse quelque part les compromis, comme ça semble être ton ou votre cas, selon qu'on se tutoie ou qu'on se Oui, non, on tutoie. se tutoie, bien sûr. Alors on se tutoie, voilà. Mm. Comment on arrive à vivre de son art, de faire tout ce que tu as pu faire, alors que justement tu as une ligne de conduite qui a fait que tu as voulu être toi tout le temps et que personne n'ait pu t'imposer quoi que ce soit. Comment on arrive? C'était une vraie question, Ben, moi qui te découvre depuis quelques mois seulement. En fait, c'était plus facile à l'époque à laquelle j'ai vécu que pour des jeunes, par exemple aujourd'hui. J'ai évoqué que j'ai fait des films de commande.
qui étaient payés correctement. Là, d'accord. Voilà, des films de commande qui étaient honorables, hein, qui n'étaient pas, par exemple, sur les scorpions. Pourquoi les scorpions résistent tellement aux effets, aux rayons gamma? Ça intéressait beaucoup les militaires en particulier parce qu'ils se demandaient comment on pouvait se protéger des rayons de la bombe atomique. Donc, c'est des choses comme ça, c'est plusieurs. Ou alors, sur ma première commande, hein, bon, j'ai plusieurs défauts, je vous l'ai dit. J'aime pas le fromage. Je trouve très beau le fromage, mais j'aime pas le goût. Et ma première commande, c'est sur le fromage. Sur l'ultrafiltration du lait pour l'obtention du fromage. Et je m'emmerdais tellement avec un sujet pareil que j'ai fait des trucs très fantaisistes. J'ai filmé à travers un trou de gruyère. Enfin, bref, et ça a beaucoup plu. C'est engendré des tas de commandes comme ça, où justement on m'appelait pour ma plaisanterie, en fait. Ils aimaient beaucoup. Même les films que j'ai faits sur l'apprentissage du français à l'étranger, j'en ai fait pas mal, que ce soit en Afghanistan ou au Kenya, etc. Chaque fois, j'essayais d'y introduire quelque chose. Et par exemple, un film que j'ai fait au Kenya, que j'ai intitulé Teaching French in Kenya, évidemment, je monte les bidonvilles, je monte l'absurdité de vouloir de s'emparer d'un tel sujet, alors qu'il y a tellement de choses à soulever par ailleurs. Ce film a été interdit par le ministère des Affaires étrangères, mais ils m'en ont commandé un aussitôt après, parce qu'ils disent quand même, c'est bien ce qu'il fait. Donc j'ai eu cette chance qui, aujourd'hui, ne peut pas être facilement saisie. Et puis après, comme je l'ai expliqué, j'ai fait de la télévision. Et à la télévision, quoi qu'en disent les téléviseurs, on n'est pas si mal payé que ça. Ça va. Quand on réalise, et j'ai eu la chance de beaucoup réaliser, j'ai fait beaucoup de choses pour toutes les chaînes, et des fois aussi à l'étranger. Mais ça, c'est de la chance et des bonnes rencontres au bon moment. La chance que j'ai pas eue au cinéma, oui, je l'ai eu beaucoup à la télévision. Et alors, à cette époque où vous aviez ce groupe-là dont tu as parlé... Lequel, Arc ou Cinélutte? Je pensais à Arc. Oui. Est-ce qu'il y avait des metteurs en scène, des réalisateurs qui avaient, grâce à vos yeux, quoi, de l'époque, des contemporains? Ah, bien sûr. Non seulement ils avaient grâce à nos yeux, mais on collaborait un petit peu. Par exemple, dans le groupe Arc, si j'ai pu terminer Le Bel et Moi de mai que vous verrez demain, c'est parce que Jean-Luc Godard nous a donné beaucoup d'argent, beaucoup, et m'a prêté ces 2 salles de montage pour que je puisse faire le film. Jean Rouch m'a passé sa salle de mixage pour que je puisse mixer le film. Je suis plus resté très proche de Jean-Luc Godard parce que on s'est plus revus, mais Jean Rouch, je suis resté ami avec lui jusqu'au bout. Et oui, on était proches. Ça, c'était pour le groupe Arc et d'autres. Par exemple, Jacques Kébadian, qui fait partie du groupe Arc, était quand même le premier assistant de Bresson. Oui, on était des cinéastes, hein, c'est des vrais cinéastes. Et quand on était à Cinélutte, nos copains de discussion, c'était Yoris Ivens, entre autres, Marceline Leridan, René Alliot. Voilà. Oui, non, on n'était pas isolés, hein, quand même. On avait un statut particulier. On était à côté. Mais on collaborait, hein, bien sûr. Et on n'était pas les seuls, hein, à faire du cinéma militant. À l'époque, il y avait plusieurs groupes, quand même. Mais on peut dire que Costa Gavras avec Z... À l'époque, on était nuls quand même, de ce point de vue. On était extrêmement dogmatiques et on l'avait critiqué. Moi, je trouve que c'est très bien. Même les Cahiers du cinéma, qui étaient nos copains. Oui, tu demandes justement avec qui on collaborait. Les Cahiers du cinéma de l'époque, c'est-à-dire Serge Danet, etc., Pascal Canet, Pascal Bonitzer, étaient très très proches de nous. Très très proches. Et nous, très proches d'eux. C'est une critique à Libération, non? Pardon? Serge Danet, c'est une critique de cinéma à Libération, ou je confonds? Il est passé à Libération. Serge Danet est passé à Libération plus tard. Il critiquait la télévision. Ça s'appelait, je crois, je sais pas quoi, du Zapper. C'est beaucoup plus tard, ça. C'est beaucoup plus tard. Ouais. C'était, mais à l'époque, le salaire du Zapper. Voilà, c'est ça. D'accord, un jeu de mots. Mais ça, c'est plus tard. Là, les années dont je parle, on est de 1973 à 1975. Hein,
Et là, Serge Janet était rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à cette époque. On était très très proches. Oui, oui, on élaborait. Il nous défendait d'ailleurs. Il y a des articles sur nos films comme si c'était des films normaux. Est-ce que tu n'as pas un regret de ne pas avoir accepté, mettons, un compromis ou quelques compromis pour justement que les choses soient davantage divulguées, que tu sois plus distribué? Est-ce qu'il n'y a pas de regret par rapport à ça? Pas tellement avec les films, mais ça m'est arrivé avec les livres. J'ai fait une grande bande dessinée que vous pouvez trouver ici, qui s'appelle Vie et mort de Balao. Et un grand éditeur qui s'appelle Chou m'a dit « Je prends, on va faire une édition de luxe, c'est superbe ». Et c'était de langue de Chine en noir et blanc. Il me dit simplement « Je veux absolument qu'il y ait des pages en couleur ». Et j'ai dit « Il n'en est pas question ». Et ça, je regrette. Parce que, en fait, j'aime les couleurs. J'aurais très bien pu. C'était idiot. Voilà. Mais non, autrement, en film, je suis pas capable. C'est pas que je suis pas capable de. Je suis rebelle. Hein, on peut pas m'imposer quelque chose. Si on m'a censuré aussi à la télévision, c'est parce que je peux pas. Mais je sais que ça va pas plaire, mais je peux pas faire autrement. Et c'est pas une décision politique. C'est naturel, c'est mon caractère. Et si cette chose qu'on veut t'imposer, on te la présente de telle façon, est-ce que tu trouves que, ma foi, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça? Ah, ça, bien sûr. Si quelqu'un me propose une bonne idée, je vois pas pourquoi je la refuserais. Mais c'est très rare. En fait, c'est très rare. Parce qu'on a beau dire comme ça qu'on a envie que les autres apportent quelque chose qui est très vrai, ce que j'ai dit est très très vrai, j'en retire pas un mot. Néanmoins, on est très seul en même temps. C'est les deux trucs, on est très très seul. Et c'est très difficile que quelqu'un te propose des idées de l'extérieur, c'est très difficile qu'elles soient bonnes. Or, c'est une manie des décideurs à la télévision, à la télévision, c'est une manie de dire « Tu crois pas que tu pourrais mettre le plan numéro 3 en numéro 1 et puis aller plus vite ici, puis enlever cette musique et mettre à la place un bruit d'usine ?» Enfin, ils adorent comme ça. En général, ce sont de très mauvaises idées. Je dirais même pas, je retire en général, ce sont toujours de très mauvaises idées. Et je savais pas quoi faire, moi, parce que je voulais pas déplaire non plus à ces gens-là. Et j'avais un ami qui est un très grand réalisateur de télévision, qui est malheureusement pas très connu et qui est un homme qui a fait des films extraordinaires, qui s'appelle José Maria Bersosa. Et José me disait « Mais Jean-Denis, tu sais ce qu'il faut que tu leur dises ?» Je dis « Non, je ne sais pas du tout. » Dis-leur « Quelles bonnes idées vous avez eues là. Moi, je ne les ai pas eues. Je vais essayer. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais je vais essayer. » Évidemment, on n'essayait jamais. Eh bien, j'ai appliqué cette règle et on m'a foutu la paix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le temps passe, en fait. Le temps passe. Je crois qu'on doit être pas loin de 8h30, là, non? Je sais pas l'heure. Merci. Pour le film que nous avons vu ce soir, Madame la France, oui. Moi que j'ai beaucoup aimé, et j'ai vu un peu ça comme un collage aussi, ça me fait penser à ça. Et justement, les couleurs, j'ai trouvé incroyables. Est-ce que c'est un peu une fabrication sur le moment ou c'est après coup? Il y a comme une espèce de colorisation des personnages parfois. Ils sont colorés, ils sont maquillés en couleur. Oui, oui, alors ils sont maquillés, ça c'est vrai, dans des prises de vue, on s'en rend compte. Mais il y a même des moments dans l'image où on a l'impression qu'ils sont colorisés sur l'image. Parce que ça non, ils ne sont pas colorisés. Non, ils ne sont pas colorisés. C'est au départ, c'est fait au départ, ça. Alors c'est une excellente question. Je vais vous raconter ce dogmatisme qui m'habitait à l'époque. J'étais avant tout politique et je disais « J'en ai marre de la dentelle bourgeoise, j'en ai marre de la finesse bourgeoise, j'en ai marre. Je veux un truc bande dessinée, BD, les couleurs vives, les plans, tac, tac, sans fleuriture, sans rien. » C'était ça qui m'a habité. J'ai voulu faire un film un peu comme on fait une bande dessinée, avec des comme ça. Alors c'est vrai, oui, c'est pas du collage à proprement parler, mais c'est vrai que c'est des juxtapositions de scènes qui se veulent assez brutes finalement. Ce que j'ai plus recommencer parce que c'est pas en fait dans mes goûts.
Je regrette pas d'avoir fait ça. C'est un essai à part. C'est un peu pour ça que j'ai passé aussi le film ici. C'est qu'il peut se marier avec aucun autre de mes films, je pense. À moins que... Mais je pense que... Donc, il était bien ici. Il est particulier. Ce que j'aime, ce que j'essaye de faire, c'est très illusoire. C'est chaque fois d'avoir une approche différente selon le film que j'entame. Oui ? Tu veux que je passe mon micro ? Non, c'est bon, je passe. Je n'osais pas le dire, mais je vais quand même le dire. J'ai un drôle de rapport ambivalent à ce qu'on vient de voir, en fait, de la France. Je suis... bon, peut-être j'avais des attentes aussi, et voilà. Enfin, des attentes... je sais pas comment dire. J'étais dérangée par l'aspect farce, un peu bouffon, et qu'on... Bon, après, tout le monde en prend plein son grade, hein, si moi, je vois ça comme ça. Et en même temps, ça produit un truc très fort avec le passage aux images, c'est des images d'archives enfin, j'ai reconnu je sais plus dans quel, enfin, ces trucs où on palpait les gens et le départ, quoi, l'exil et ce silence qu'il y a avec le, et donc ça crée un truc assez puissant et troublant. Mais ouais. Par contre, j'étais gênée par le côté, la farce, la cocasserie, choses comme ça. Je trouve, comme si presque ce qui me dérangeait, alors peut-être que je suis trop politiquement correcte, on n'a qu'à dire que c'est comme ça. J'ai pas envie à ce moment-là, j'ai pas envie qu'on se moque. J'ai envie qu'on se moque de la France, mais pas des autres, en fait. Voilà, c'est ça. Pardon de dire ça comme ça, mais donc est-ce que de qui tu crois que je me suis moqué ? Oui, ben j'ai bien compris. En fait, on se moque effectivement de cette France-là, en tout cas, pas de la France en général, de cette France-là, et puis de ces espèces de chefs Fayon, de caïds, qui sont... C'est tout, parce que les autres... Le facteur, je m'en moque pas. Tu trouves que je me moque du facteur, par exemple ? Ou du personnage principal ? Alors, je sais pas, maintenant je te comprends. Je te comprends complètement parce que c'était un dosage justement très compliqué. L'idée de départ, je voulais prendre un personnage qui est un personnage comique de tout l'Orient arabe et aussi turc, Noureddin pour les Turcs et Goa, Shra selon les prononciations. Chez nous, c'était Shra. Donc j'ai voulu prendre ce personnage de Shra, qui est un personnage à la fois naïf et très très malin. Et c'est à partir de ça, d'ailleurs, la maman dit à son fils, ton grand-père Shra. Et même le personnage principal dit, je suis fils de Shra. Je me relie à quelque chose, à ma perception à moi, de cet Orient-là, enfantin, caricatural, où on va même beaucoup plus loin à se caricaturer soi-même. Et comme je ne m'exculpe pas, moi, parce que je joue dans le film un personnage épouvantable, vous avez vu comment je me suis déguisé, moi qui suis si sympa d'habitude. Donc oui, mais c'était très délicat, tu as raison, c'était très délicat cet équilibre, ou ce déséquilibre entre la farce et le message principal que je voulais passer. Et ça m'a plu de jouer sur cette contradiction. Mais je comprends que ça puisse te gêner. Tu n'es pas la seule. Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait fait un peu cette réflexion de manière différente. Un peu, ouais. J'ai pas tout entendu. Non, c'est pas comme ça que non, c'est pas ce regard-là que j'ai voulu. Non, c'est plutôt c'est mon regard à moi en fait, mais mon regard d'enfant. Hein. C'est mon regard à moi. Bien sûr que c'est une farce. C'est une farce terrible. C'est une farce dégueulasse. C'est une farce immonde. Mais c'est une farce. C'est une farce l'exploitation des hommes par les hommes.
Oui, c'est peut-être mal fait, mais c'est ce que je pense en tout cas, oui. Il y a une main qui se lève. Oui. Je sais pas tout de suite. Une dernière, ça va être la dernière question. Dernière question. Après, c'est rendez-vous au bistrot après. Après, on peut continuer en bas, mais voilà, pour faire juste un break. Bonsoir, je vous ai découvert aujourd'hui, je ne vous connaissais pas, et j'ai regardé votre film avec beaucoup d'innocence. Je n'avais aucun a priori, et voilà, je vous découvrir ce soir. Et moi, j'ai été touchée par vos images, justement l'utilisation de la couleur. J'ai beaucoup aimé ces visages colorés, et je me suis rendu compte que les femmes n'étaient pas peintes, elles sont très belles, elles n'ont pas d'artifice, elles ne sont pas maquillées. On entend plusieurs langues. Bon, je suis linguiste, alors j'aime bien les langues, donc j'ai apprécié cette différence de l'arabe du français, les tons. Et justement, vos femmes, elles sont très très belles, avec de belles couleurs, de beaux tissus. Et les hommes qui sont peints, c'est souvent les représentants du pouvoir, d'une certaine forme de pouvoir. Donc c'est presque des guignols. Une fable, moi j'ai vu une fable très jolie, très simple, très dépouillée, et en même temps très poétique. Et c'est vrai que ces hommes peints, ça m'a interloqué. Et vous dites que le facteur, vous vous en moquez pas, mais en fait, il est rigolo parce qu'on se dit, mais pourquoi il a un vélo? Il vit dans un village où il n'en a pas besoin. Il doit grimper tout le temps. Son vélo, il le porte comme un fardeau, hein, alors qu'il pourrait avoir autre chose. Et en même temps, il est comique. Mais lui, quand même, il a une couleur sur le visage parce que quelque part, il représente aussi un certain pouvoir, un certain état de la société. Voilà. Mais j'ai trouvé très touchant toutes ces représentations, et c'est vrai que le choc après des images en noir et blanc, voilà, on a un moment où on se dit ah oui, mais c'est pas simplement une fable, c'est une réflexion. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Je réponds ou pas? J'ai le temps de répondre ou pas? Oui, bien sûr. Ben, bravo, parce que c'est exactement ça. Alors c'est exactement ça, je peux pas mieux dire, c'est qu'effectivement, le héros n'est pas maquillé non plus. Les femmes ne sont pas maquillées, et le facteur est maquillé juste ce qu'il faut, parce qu'il a un pouvoir mais minuscule. Il sait lire et écrire, il apporte les lettres, etc. C'est pas le cas des autres. Mais tous les autres, effectivement, sont maquillés, sont presque masqués de leur masque à divers degrés, on va dire, d'exploiteurs, allez, pour aller vite. Vous voyez, c'est ça. Bravo, merci. On termine par ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure.